Merci de nous retrouver dans la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace. Ce matin en débat, nous parlons des démocraties africaines. Pourquoi ça ne décolle pas? Quand ils sont interrogés sur la question, des dirigeants africains évoquent la jeunesse de ces démocraties. Pour certaines, elles datent de l'après-indépendance. D'autres même ont moins d'une cinquantaine d'années. Cela est-il suffisant à justifier que ces démocraties ne décollent pas, que l'on soit encore à la violation des droits et libertés fondamentales des citoyens dans divers pays africains? Durand Elombo, bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour à votre équipe technique et bonjour à vos fidèles téléauditeurs qui écoutent votre émission tous les matins. Merci à vous d'être là ce matin. Vous êtes communicant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Au téléphone avec nous, Jonathan Batengene, qui est sociologue et fondateur de Shine Cameroun, qui est une organisation qui milite pour un panafricanisme, on va dire, des temps modernes. J'espère que je ne me trompe pas. Jonathan Batengene, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à notre copanéliste, bonjour à tous ceux qui vont participer à l'émission, bonjour aux techniciens qui permettent que nous puissions vous prendre depuis ici, bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous suivent depuis la page Facebook. C'est toujours un plaisir que d'être ici. En Cameroun, nous sommes une organisation de la société civile, nous sommes une association. Et notre panafricanisme, nous aimons le dire, c'est le néo-panafricanisme pragmatique. Le néo-panafricanisme qui est là pour s'opposer au néocolonialisme. Jonathan Batengene, la plupart des démocraties africaines ont à peine une cinquantaine d'années ou juste un peu plus, et des dirigeants africains estiment que c'est cette jeunesse-là qui fait que ces démocraties ne décollent pas, qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour cela, en prenant exemple par exemple sur l'Occident où l'on a plus de 2 siècles de démocratie. Il a aussi fallu faire du chemin de ce côté. Cela est-il assez justifiable? C'est discutable, c'est même quelque chose, c'est un piège que d'y croire, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. L'Occident, qui se targue être le grand maître et le grand enseignant de la démocratie, ne vit pas les mêmes contextes que nous. L'Occident, c'est les pays de l'Europe qui ont connu une histoire impériale, et surtout impériale, vis-à-vis des territoires qu'ils ont assujettis, des royaumes qu'ils ont assujettis, que ce soit en Afrique ou en Amérique. D'ailleurs, ils se targuent d'avoir découvert l'Amérique. Allez voir si l'Amérique a pu être découverte. Est-ce que l'Amérique était sur Mars? C'était bien sur Terre. Et puis, c'est un Africain qui avait découvert l'Amérique en Kamoussa, pour ne pas le nommer. Donc, ces pays ont leur souveraineté depuis longtemps. C'est ce qu'il est important que nos populations sachent. C'est-à-dire la pleine maîtrise de tout leur territoire et des politiques internes sur leur territoire. La France a toujours combattu contre l'Angleterre pour garder sa souveraineté et pour conquérir de nouveaux territoires sur le territoire anglais. Les Anglais ont fait pareil, les Allemands ont fait pareil, les Danois ont fait pareil, les Suédois ont fait pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque territoire est resté autonome. Les couronnes qui ont été vassalisées, vous avez la couronne de Monaco, ce sont des romans laissés dominés par les couronnes dominantes. Et c'est ces couronnes-là qui ont pignon sur rue en Occident. Les territoires d'Europe sont les vestiges de vieux royaumes qui sont en Europe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la France, c'est un territoire qui a été conquis par les rois wisigoths, puis les Francs, puis c'est devenu le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France. Ils ont connu d'ailleurs les empires avec Napoléon. L'Allemagne, c'est également un ancien territoire des Wisigoths qui se sont émancipés, et puis avec l'union des princes rhénans est devenue l'Allemagne. Tous ces royaumes-là ont une histoire de princes et de rois autonomes. Le royaume d'Angleterre, le royaume de France, le royaume d'Allemagne étaient tous assujettis à la couronne papale. C'est vrai que le pape n'est pas un roi, mais il était comme le patron des chrétiens d'Europe, et c'était lui qui avait la charge de placer sur le trône les rois et les empereurs. Plus tard, le roi d'Angleterre s'est émancipé de cette couronne. Et quand il s'est émancipé de cette couronne, je crois bien Henri III, quand il s'est émancipé de cette couronne, il a créé un royaume autonome avec son propre clergé. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est-à-dire la capacité pour un dirigeant à prendre des décisions pour son peuple sans être influencé par un dirigeant extérieur.
Les rois européens ont ça depuis. Et puis, les pays européens ont bénéficié de cette histoire de souveraineté. Et par contre, nous, dans les contextes africains, ce n'est pas le même cas. Dans les pays anglo-saxons, on a un relatif respect des souverainetés. Quoique, les organisations comme la franc-maçonnerie ont plombé la question de la souveraineté dans les pays anglo-saxons. Là, c'est un autre débat. Mais dans les pays francophones, c'est tout autre chose. C'est carrément la France qui décide à la place des dirigeants. C'est la France qui choisit les dirigeants dans les pays d'Afrique francophone. Et ça, dans un tel contexte, on ne peut même pas oser parler de pratiques démocratiques. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. Et c'est toute une parodie. Un chef d'État a gagné les élections, le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le représentant des Nations Unies a reconnu qu'effectivement c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La France, parce qu'elle avait choisi M. Ouattara, a décidé de faire la guerre à M. Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, et l'a chassé du pouvoir pour placer à la tête un pro-français, quelqu'un qui avait davantage de bonnes relations avec les milieux mafieux de ce qu'on appelle la France-Afrique, et ils l'ont placé au pouvoir. Donc, c'est ce qui se passe. La coopération avec les pays africains était une coopération plombée, une coopération basée essentiellement sur la prédation des richesses africaines. Le président Gilles-Christ Olympio au Togo en 1963 a été évincé par un coup d'État, parce que c'est l'argument qu'on nous pouvons dire aujourd'hui. Les coups d'État, c'est pas l'expression de la démocratie. C'est bien la France, elle a fait des coups d'État en Afrique, et ces coups d'État ont été validés par la France. Quand le président Gilles-Christ Olympio a été tué en 1963 grâce à l'aide d'un officier de liaison français et pour placer le sergent Yadema, la France n'a pas respecté. La France a considéré qu'il fallait juste réorganiser, et M. Yadema est resté président. Et pas tout récemment, c'est son fils qui l'a remplacé d'ailleurs. Vous vous souvenez? Le président Omar Bongo, il fait un coup d'État contre Léon Mba. Léon Mba qui avait refusé d'être placé par les parachutistes français à la tête de l'État du Gabon. Les Français qui sentent que Léon Mba a des velléités indépendantistes organisent un coup d'État au Gabon et ils placent le président Omar Bongo. Omar Bongo est resté président. Aujourd'hui, c'est son fils qui est encore là. Vous voyez un peu? La France est-elle apte à parler de démocratie en Afrique? C'est elle qui sauf que tout ceci peut apparaître comme des lectures, puisque ça n'a jamais été établi que la France ait été impliquée dans l'un ou l'autre coup d'État. Pour le cas de Gilles-Christ Olympio, c'est aujourd'hui avéré. On sait que c'est l'officier de liaison français, c'est un capitaine qui a mené les opérations. Donc, il n'y a pas là d'allégation. Dans le cas de Léon Mba, c'est effectivement, c'est documenté, les archives sont aujourd'hui déclassifiées. Donc, la mort de Léon Mba, c'est connu que c'est les Français qui étaient derrière. Je peux citer plusieurs coups d'État derrière lesquels les Français sont impliqués en Afrique francophone. Il y a le coup d'État sanitaire au Cameroun avec le président Amadou Ahidjo. Pourquoi? Parce que le président Amadou Ahidjo, il se rend compte que Air Afrique, Houphouët-Boigny avait présenté comme étant la compagnie panafricaine, Air Afrique, mais en fait qu'un outil de la France pour davantage contrôler le ciel africain, et qui est piloté en fait par le président de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand le président Ahidjo voulait revenir au pays, on lui dit que non, l'avion a été réquisitionné par le président de Côte d'Ivoire, vous vous souvenez. L'incident a amené le président Ahidjo à prendre une décision souveraine. Il a dit, nous créons notre compagnie aérienne. Et du témoignage de ceux qui ont été là, il a juste consulté les Tobicois et ils lui ont donné des idées. Il a créé la compagnie aérienne. Ça lui a valu un mépris de la France. Mais bien plus, quand il avait refusé de recevoir le Mitterrand en 1961, pour le cas du procès André-Marie Bida, Mitterrand avait considéré que c'était une injure à la métropole. Et quand Mitterrand a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu au Cameroun un coup d'État sanitaire. La France n'est pas apte, ni encore moins les pays européens, qui ont validé, entériné tous ces processus de putsch fomentés par la France en Afrique, de parler de démocratie à ces pays africains. Nos contextes en Afrique francophone, disons bien en Afrique francophone, ne sont pas propices à l'éclosion d'une véritable démocratie.
Alors peut-être avant de donner la parole à Durand et Lombo, pour revenir sur notre thématique proprement dite, avez-vous l'impression que la notion de démocratie qui se veut universelle, cette universalité est un leurre inapplicable? Il y a une démocratie qui est occidentale, qui ne peut s'affirmer sur le continent africain? Ça, c'est ce que vous posez comme ça va de soi. Nous parlons de démocratie, mais il faut que les gens reviennent à l'étymologie. Qu'est-ce que la démocratie? Ça vient de démos, bon, s'il faut se fier à ce que disent les Grecs, ça vient de démos, c'est-à-dire le peuple, et de kratos, le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. Alors, si le peuple décide d'avoir un gouvernement perpétuel d'un individu, nous pensons que ça peut être une démocratie. Je prends le cas du peuple chinois. Ils ont, à travers leur système communiste, ils ont, à travers le système officiellement communiste, je préfère dire officiellement, ils ont décidé d'adopter une constitution qui ne limite pas les mandats du Premier ministre. Et ainsi, le Premier ministre chinois peut aller à vie. Vous voyez un peu, c'est une forme de démocratie. Les Russes ont adopté leur forme de démocratie. 2 mandats, tu pars. Après, tu peux revenir. Ailleurs, c'est 2 mandats et tu ne reviens plus. Mais chez les Russes, tu pars et tu peux revenir. Ainsi, le président Vladimir Poutine, il est parti et il est revenu. Donc, la démocratie, c'est un concept universel, mais ce n'est pas dans la matérialité une application universelle. Chaque système, en fonction des contraintes et des enjeux sociétaux d'un peuple, décide d'appliquer le concept de démocratie à sa manière. Ça veut dire que en Afrique, les Africains ont le droit, ont le devoir de rechercher une forme de gouvernement qui sera acceptée par le peuple, donc démocratique, et cette forme de gouvernement sera le reflet de la démocratie africaine. Merci à vous. Il ne s'agit pas d'un système représentatif avec limitation de mandat essentiellement comme en France, ou bien avec une limitation de mandat comme en Allemagne ou en Chine. Il s'agit de trouver une forme de gouvernement qui permette au peuple de se reconnaître dans les dirigeants qu'ils ont choisis. Ça, c'est la démocratie. Merci à vous, Jonathan Battengen. On vous retrouvera tout à l'heure durant Lombo. Ces démocraties africaines, pourquoi ne décollent-elles pas? Le problème du point de vue de votre diagnostic, c'est lequel? Alors, la démocratie elle-même, on nous la présente en Afrique comme étant une façon de vivre qui nous a été importée depuis l'Europe, alors qu'en réalité, le grec Solon lui-même, père de la démocratie, pour la première fois entendu parler de ce terme ici en Afrique, en Égypte antique, pour dire que la démocratie n'est pas aussi jeune en Afrique que cela semblerait le prétendre. Maintenant, le véritable problème pour les Africains, c'est que le modèle utilisé chez eux ne correspond pas forcément à leur façon de vivre. Parce que quand on parle de démocratie, on situe cela sur 2 points essentiels, c'est-à-dire un système économique pour faire fonctionner un pays, une organisation sociale et un régime politique. Et dans le monde, il n'y a pas un type de démocratie qui est appliqué par tout le monde de façon unique. Oui, donc on ne peut pas parler d'une démocratie universelle. Voilà, ça n'existe pas en fait. Chaque pays, même en Europe, où on a l'habitude de dire que la démocratie est avancée, vous ne trouverez pas forcément le même modèle de démocratie en France qu'en Italie, encore moins en Allemagne. Parce qu'il en existe 3 grands types. Les monarchies, comme en Suède, en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Maroc et en Belgique, dans d'autres pays, voilà. Les républiques, comme au Cameroun et aux États-Unis, en France et bien d'autres pays aussi. Et les gouvernements militaires, aujourd'hui, qui sont fustigés parce que la façon dont la plupart du temps ils accèdent au pouvoir, c'est souvent par la violence. Mais c'est aussi une forme de démocratie qui existe et qui est reconnue depuis les Nations Unies. Donc, le problème en Afrique, c'est que on n'a pas pensé, nous-mêmes les Africains, à une forme de démocratie qui nous correspond. On a donc fait une sorte de copier-coller
à ce qui nous a été importé depuis l'Occident. Et ça peut donc expliquer que l'Afrique, qui est un continent qui est une catastrophe, comment je peux appeler ça, de ressources naturelles à profusion, soit le continent à nos jours qui est le plus pauvre au monde. Tout simplement parce que les hommes qui sont à la tête des pays ne travaillent pas véritablement pour leur population. Parce que la démocratie, on le définit souvent comme un système politique qui permet au peuple d'avoir sa souveraineté. En fait, le pouvoir qui est dirigé par le peuple. Voilà, et quand vous regardez un peu la façon dont les pays africains sont dirigés, on n'a pas du tout l'impression que le peuple a son mot à dire dans l'exécution du pouvoir. Et tout simplement parce que le modèle qui est appliqué ici en Afrique ne nous correspond pas du tout. Et justement, est-ce que ce n'est pas ça réellement le problème, cette façon de calquer la démocratie à l'occidentale pour vouloir l'appliquer sur les continents africains? Est-ce que sur le continent africain et même peut-être ailleurs, il ne serait pas indiqué que ça se joue dans un consensus entre le pouvoir et le peuple? Prenons, on va dire, nos différentes cultures sur le continent africain. Vous allez peut-être dans les régions des Grassfields, vous allez trouver là-bas qu'il y a un consensus entre le roi et son peuple, où il y a des règles qui régissent la vie dans une communauté, où on vous dit quand le roi a décidé de ceci, il a décidé, personne n'a plus rien à dire. Le peuple l'a accepté, et bien voilà, c'est leur part de démocratie là-bas qui, si on va la justifier dans la démocratie telle qu'elle est appliquée à l'occidental, on dirait que c'est une véritable dictature. Mais le peuple de là-bas ne se voit pas dans une dictature, se voit dans une démocratie, puisqu'il a dit oui, voilà comment nous voulons voir notre chef, voilà les pouvoirs que nous voulons lui donner. En réalité, c'est un peu comme ça que ça se passait un peu partout en Afrique. Puisqu'il y a encore des milliers d'années de cela, l'Afrique n'était en aucun cas considérée comme un continent fragmenté en plusieurs pays. L'Afrique tout entière était un seul pays et il y avait des communautés qui avaient chacune sa spécificité. Et lorsqu'on avait besoin de quelque chose de spécifique, on allait la rechercher dans une communauté. Ce n'était pas une sorte de division de pays comme cela se trouve en ce moment, d'autant plus que cette division-là, nous savons très bien qu'il a orchestré ici. C'est pendant les conquêtes européennes dans notre continent qu'on a dû diviser pour mieux régner, si je peux utiliser ce terme. Donc, je le disais au début de mon propos, que selon lui-même, le père de la démocratie a dit qu'il a entendu ce mot pour la première fois, c'est-à-dire il a vu la manifestation, l'application de la démocratie pour la première fois en Afrique. C'est en Afrique qu'on a véritablement vu que un roi ou bien un monarque est en parfaite harmonie avec son peuple et que le peuple, il fait véritablement tout ce que le peuple a besoin et le peuple est avec lui. C'est en Afrique que ça s'est passé. Et tout à l'heure, vous avez suivi Jonathan dire que les types de démocratie, même en Europe, sont différents. En Russie, par exemple, le président peut faire 2 mandats, il part et puis il revient. Dans d'autres pays, on peut faire que 2 mandats et puis on ne revient plus jamais. Et nous sommes allés donc copier cela pour le ramener en Afrique. Par exemple, le pays dans lequel nous sommes, le Camerounais que je suis, voit que le modèle démocratique qui est appliqué au Cameroun est essentiellement copié du modèle français. C'est-à-dire, ils ont un régime politique présidentiel et on a un régime politique présidentiel. Ils ont une assemblée nationale et puis un Sénat, on a la même chose. Ils ont les collectivités territoriales décentralisées, on a la même chose. Et ça s'appelle pareil. Les gens ne sont même pas au moins allés chercher un mot qui est différent, même si dans le fond, ça allait être la même chose, mais ils copient carrément tout. Même les lois sont à peu près les mêmes là-bas qu'ici. Et ce n'est pas forcément notre paradigme. Ce n'est pas forcément notre paradigme. Donc je pense que si l'Afrique doit
avoir une démocratie qui devra exploser, il faut vraiment que ce soit un nouveau paradigme qui est différent de celui qui est appliqué en ce moment, qu'on pense vraiment africain, qu'on pense aux aspirations des Africains et que les gouvernants travaillent véritablement pour leur population. Jonathan Batengene, la démocratie n'est-elle pas aussi d'abord culturelle? En Afrique, on dit oui à la polygamie, en Occident, on dit non. En Occident, on dit oui à l'homosexualité, en Afrique, on dit non. Et l'Occident, quand vous dites non à l'homosexualité, on dit que vous piétinez la démocratie. Tout à fait, tout à fait. Vous avez compris. En fait, ce n'est pas la démocratie. Nous sommes en train de parler de vérité impérialiste. L'Occident n'a pas manqué. Vous savez, le prétexte pour la colonisation, c'était l'œuvre civilisatrice. On disait qu'il fallait civiliser les autres peuples. Vous vous souvenez du fameux poème tout à fait de poubelle de Kipling. C'est cette petite poubelle qu'on nous a présentée à l'école comme étant un poème où il disait la tâche difficile de l'homme blanc, c'était de civiliser le nègre. Donc, c'est toujours dans cette logique qu'on est resté, une volonté civilisationnelle. Et quelque part, nous sommes entrés en plein dans l'ère du choc de civilisation que Huntington, le célèbre sociologue américain, avait prévu. Il disait que nous rentrerons dans une ère où il y aura un choc de civilisation. Mais lui, il voyait ce choc de civilisation entre les civilisations asiatiques et les civilisations de l'Est de l'Europe et les civilisations de l'Occident. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une conception de la culture parce que la culture, les Africains sont en train d'apporter une contribution majeure au rendez-vous du donner et du recevoir. L'une de ces contributions, c'est de dire non à l'homosexualité. Vous savez, les autres continents ont rechigné. L'Asie a carrément plié les Chines devant l'Occident lorsqu'on leur a présenté l'homosexualité. Et les champions du monde aujourd'hui dans ces pratiques d'extraversion, dans ces pratiques tout à fait innommables, c'est les Asiatiques. Les Philippins, il y a tellement de personnes, de transgenres en Philippines, qu'il y a des personnes qui vous disent quand vous arrivez dans ce pays, et il faut craindre la fille qui se présente devant vous parce qu'elle n'est généralement pas une personne qui est née fille. Elle est parfois un garçon qui s'est transformé par l'alchimie de la chirurgie aujourd'hui. Donc, les Asiatiques ont carrément courbé les chines, les Asiatiques ont copié le modèle occidental. C'est vrai que au niveau de la langue, les Asiatiques ont gardé beaucoup de leur langue, mais sur beaucoup de points, la culture asiatique est en train de reculer face à la puissance de la culture libérale occidentale. Et il faut noter une chose, les États-Unis qui sont le modèle par excellence de la culture occidentale, c'est un pays qui n'a aucune culture. Aucune culture. C'est un pays des immigrés, tout court. Les immigrés italiens, les immigrés irlandais, les immigrés, et puis les esclaves qui sont venus chercher en Afrique. Donc, il n'y a aucune culture originale des États-Unis. Le jazz, c'est les souffrances des Noirs qu'ils ont repris dans des chants, dans des mélopées, qu'eux-mêmes avaient gardé des chants qu'ils avaient en Afrique. Donc, il n'y a pas l'essence culturelle africaine au sens profond du terme dans ces éléments. C'est pourquoi, quand le jazz s'est développé avec le blues, ça a créé de nouveaux styles qu'on a appelé la funk, et puis ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le hip-hop. Et vous voyez que ces cultures sont des déculturations sociales, c'est des instruments même qui sont parfois amoraux. Regardez les mots qu'utilisent tous ces nouveaux chanteurs. C'est l'éloge du sexe, c'est l'éloge des choses tout à fait de l'enrichissement illicite. Et c'est ce que reprennent aujourd'hui notre jeunesse dans des chansons qui sont tout à fait amorales et immorales. Et on déplore cela. C'est ça la culture qui tend à être imprimée à l'homme. Pourquoi? Parce que ces pays n'ont pas un socle culturel puissant. L'Afrique, par contre, est multimillénaire sur le plan culturel. Depuis les pharaons d'Égypte, nous avons gardé beaucoup d'éléments, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan purement de l'artisanat, ou bien sur d'autres plans. Même les langues, nous avons beaucoup de langues qui sont encore proches de l'ancien égyptien. Nous avons des langues que nous parlons en commun, nous avons des pratiques que nous avons conservées. Quand vous parlez de l'homosexualité et de la polygamie, c'est un exemple patent. Comment
une pratique qui peut permettre à l'humanité de se conserver, c'est-à-dire la polygamie, peut être mise sur le même pied d'égalité qu'une pratique qui peut permettre à l'humanité de disparaître. Parce que si vous mettez deux personnes de même sexe, ça ne reproduit pas. Il n'y a pas de reproduction de l'espèce. Donc c'est une limitation de l'espèce. En d'autres termes, c'est une pratique morbide, une pratique qui vise l'extinction de l'espèce humaine. C'est ça un peu la matérialité de la culture occidentale. On va vers une culture de l'extinction de l'espèce humaine beaucoup plus. On va vers ce qu'eux-mêmes ils appellent un développement, une évolution. Mais Jonathan Batengene, ne percevez-vous pas le paradoxe dans ce que vous affirmez quand on sait quand même que malgré les dénonciations que vous faites, ces pays occidentaux sont développés, contrairement aux pays africains qui ont une démocratie, enfin, à qui vous souhaitez une démocratie purement à l'africaine? Je vais un peu sourire parce que je me pose beaucoup de questions depuis un temps. Quand on parle de développement, on parle de quoi? De développement infrastructurel, oui, développement industriel, oui. Mais eux-mêmes, Sylvestre, eux-mêmes, ils disent une chose. La planète chauffe. Il y a le réchauffement climatique. Il faut réduire l'émission des gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une réduction de la production industrielle, une réduction d'un certain type d'industries qui sont considérées justement comme des industries liées au développement. Donc, la notion de développement aujourd'hui, elle est beaucoup trop relative. Les pays africains ont un sous-développement infrastructurel qui est avéré, ça c'est vrai. Mais au niveau du développement durable, les pays africains, vous savez que, par exemple, en matière d'émissions, de financement carbone, l'Afrique est la première bénéficiaire des financements carbone. Parce que les États-Unis dépassent toujours leurs quotas, ils viennent acheter les quotas en Afrique. L'Afrique est largement avancée en matière de développement durable sur les autres. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, la notion de développement, maintenant, ça dépend. Je peux comprendre que les Africains veulent avoir des centres-villes à la hauteur des autres centres-villes, c'est-à-dire qu'ils soient développés en infrastructure. Mais nous ne devons pas perdre de vue. Il faut que nous circonscrivions, parce que nous n'avons pas encore tous les dégâts qu'ils ont connus, nous devons circonscrire le développement industriel à une certaine superficie en Afrique. C'est bien d'avoir des centres urbains, c'est bien d'avoir les beaux stades comme on a eu, mais il ne faut pas ignorer que c'est des éléments de pollution. Donc, nous sommes avancés en développement durable, mais nous sommes bien en recul sur le plan de développement infrastructurel et industriel. Ça, c'est important que les Africains le sachent. Il y a des points sur lesquels nous sommes en avance. Mais l'Occident, dans le bombardement médiatique, nous fait croire que nous sommes en retard sur tous les points. Et ça, c'est dangereux. Travail, sécurité sociale, revenus moyens par individu, etc., où en est l'Afrique par rapport à l'Occident? Oui, je veux me poser. Je suis allé dans un village de l'extrême nord il y a peu de jours qu'on appelle Koza. Officiellement, les organismes des Nations Unies disent qu'il y a la famine à l'extrême nord. Je vais vous surprendre. Tout le poulet qui se vend dans la ville de Maroua vient des villages de l'extrême nord. Des villages qui sont censés être pauvres. Et j'ai discuté avec des personnes là-bas, ils m'ont dit, des spécialistes aussi, hein, des sociologues, des économistes qui travaillent avec les ONG, ils m'ont dit, nous ne pouvons pas travailler avec les données du PAM parce que toutes les données du PAM sont biaisées. Le PAM veut justifier ses financements. Il n'y a pas d'extrême pauvreté, il n'y a pas de famine à l'extrême nord. Vous voyez un peu? C'est les paradoxes. En fait, c'est vrai qu'il y a une question de sous-emploi ou bien de sous-emploi créé en Afrique. Et de sous-développement. Employés en dessous de leur qualification. Mais en matière de mieux vivre, vous allez regarder les indicateurs du mieux vivre, vous allez voir que pour un pays comme le Cameroun, c'est des indicateurs qui sont bien compétitifs par rapport à ceux de la France. Pourtant, sur les indicateurs que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire le revenu moyen, le logement, tout ça, on pourrait dire qu'ils sont défavorisés. Il y a des indicateurs qui sont plus pertinents. Le mieux vivre est différent de l'accès à certaines conditions. Parfois, vous pouvez vivre dans un pays dit pauvre, mais vous vivez mieux que dans un pays dit développé. Et c'est perceptible dans la vie quotidienne. Les Camerounais moyens, regardez combien sont, si vous connaissez bien Douala,
Combien les snacks sont vides les week-ends à Douala? Vous pouvez vous-même vous faire un indicateur. S'il y a autant de misère à Douala, comment vous expliquez ce phénomène? Autant de snacks qui sèment dans la ville, sont-ils vides? Non. Et pourquoi? Et comment des gens qui seraient dans l'extrême misère seraient-ils aptes à aller tout le temps faire la fête les week-ends? C'est dire qu'il y a des indicateurs qui ne sont pas encore cernés, et ça c'est un problème de sciences sociales. Les sciences sociales ne cernent pas encore bien les indicateurs qui permettent de rendre compte du réel niveau de vie des Africains. Il y a la question du mieux-être qui est faiblement abordée dans les questions actuellement de politique internationale, dans les comparatifs internationaux. Et cette question est fondamentale et va se poser certainement dans les années à venir. Merci. Pour nous, s'il faut dire, pour revenir au sujet, la démocratie telle qu'elle nous est proposée, c'est de l'impérialisme. La véritable démocratie doit émaner d'un peuple souverain. La première des conditions, c'est la souveraineté nationale. Ce qui se passe au Mali, c'est le début de l'expression démocratique. Il faut une armée forte qui est capable de dire non à la France, les chasser même du pays, et ensemble, entre Africains, ok, c'est votre point de vue, Jonathan Batengene. Durant Ilombo, lorsque des gens veulent entreprendre une manifestation qui est constitutionnelle, ça veut dire que le droit de manifester, etc., c'est constitutionnellement reconnu, même si après, il peut y avoir une ou deux choses à redire par rapport à la façon dont cela est fait. Lorsque la liberté d'expression est parfois fait parfois face aux musulmans, etc., là, la démocratie prend un coup quand même, non? Quel que soit le peuple au sein duquel on se trouve, il y a un problème. Si on muselle des gens, si on les empêche de jouir de leurs droits civiques. Tout à fait. D'ailleurs, le PCRN a souvent été victime de ces manœuvres-là. Il faut dire que tout ça, ces libertés-là, entrent dans le principe même de la démocratie, mais qui n'est pas toujours appliqué dans nos pays dans lesquels on se retrouve souvent dans un système soit totalitaire ou autoritaire et beaucoup moins démocratique. Tout simplement parce que les aspirations qui émanent du peuple ne sont pas toujours ce qui est appliqué au sommet de l'État. Et ici, la plupart du temps, en Afrique, le droit à la manifestation est un véritable chemin de croix. Encore que, à ce que je sache, il revêt un caractère déclaratif. Mais la plupart du temps, on nous brandit souvent le terme autorisation. Ça n'a pas été autorisé. Mais quand on regarde dans les lois fondamentales des droits de l'homme, en ce qui concerne les manifestations, on ne dit en aucun moment qu'il faut demander une autorisation. On dit tout simplement qu'il faut déclarer votre manifestation et puis les pouvoirs publics en face viendront encadrer cela. Le PCRN s'est vu souvent interdire de simples réunions. Parfois même dans les domiciles privés. Et le PCRN s'est souvent vu refuser une simple marche sportive alors que on avait apporté tout ce qu'il fallait pour garantir la sécurité et tout ce que ça comporte de ceux qui allaient marcher. Et c'est peut-être ce qui explique certains débordements d'autres partis politiques qui n'ont forcément pas une certaine maîtrise de leurs émotions à poser certains actes qui les conduisent malheureusement à des endroits où ils ne devraient pas être, en principe. Et cet état des choses, vraiment, le PCRN a l'habitude de le dénoncer avec la dernière énergie, parce que si telle est la démocratie que nous avons choisie pour l'instant de pratiquer, il faut donc respecter toutes les règles et tous les canaux qui vont avec, tout simplement. Donc, la démocratie
si on doit revenir à notre thème principal, si vraiment elle n'est pas véritablement appliquée dans nos pays africains, c'est probablement et sûrement parce que ce n'est pas celle qui correspond le plus. Quel est le rôle que vous voyez les peuples africains jouer dans ce processus de démocratisation de leur nation, selon leurs aspirations, bien sûr? Qu'est-ce que les peuples peuvent bien faire, si ce n'est de voir à peu près ce qui se passe? Est-ce qu'on devrait par exemple pas repenser même le système de la législation au Cameroun, puisque lorsque le peuple donne mandat à un individu, 2, 3, laissant la centaine, les députés, aux parlementaires, ils représentent le peuple certes, mais après il s'agit de chaque individu qui est assis sur un siège, qui peut parfois sentir les choses selon ce que lui il pense et non selon ce que celui qui lui a donné le mandat pense. Résultat des courses, on a des lois et des tests qui sont pris, qui n'émanent pas toujours de la volonté du peuple. Or, ils sont votés et adoptés par des parlementaires à qui le peuple a donné mandat. On doit donc se poser la question de savoir si ce qui représente... Est-ce que le référendum, par exemple, ne serait pas le meilleur moyen d'expression du peuple? Il y en a déjà eu plusieurs au Cameroun, les référendums, mais nous en sommes toujours là. Il faut plutôt se poser la question de savoir si ce qui représente le peuple émane vraiment de la volonté de ce peuple-là. Quand on connaît la façon dont les élections sont menées ici, et avec tout ce qui se passe autour comme fraude et tout ce que ça comporte, on comprend donc que ceux qui disent représenter le peuple ne sont pas véritablement ce que le peuple a choisi. Autrement, ils n'allaient pas voter des lois à l'Assemblée nationale ou au Sénat que le peuple après va commencer à critiquer. On a vu tout ce que ça a causé dans partout un peu dans le pays lorsque les Camerounais ont appris qu'ils seront encore taxés sur les transactions électroniques monétaires. Et est-ce que ces personnes qui décident là-bas décident vraiment pour les intérêts des populations ou pour d'autres intérêts? C'est ça la véritable question. C'est ça la véritable question. Donc, on peut donc comprendre que ces personnes qui représentent le peuple ne sont pas forcément les personnes que le peuple a choisies. Tout simplement parce que pendant les élections, on connaît tout ce qui se passe autour avec ces fraudes multiples et tout ce qui se passe autour. Jonathan Batengene, la meilleure expression de la démocratie se renferme dans l'expression constitutionnelle qui renferme un ensemble de lois et textes qui sont à voter et adoptés à l'Assemblée nationale, en tout cas au Parlement, ça et là, et même surtout sur le continent africain. Mais parfois, les peuples ne se reconnaissent pas dans ces différentes lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale, ou en tout cas par ceux à qui le peuple supposément a donné un mandat de parler en son nom. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la législation au sein des peuples africains? Comment ça se passe? Est-ce que le référendum ne serait peut-être pas le meilleur moyen d'expression démocratique pour les peuples africains? Le référendum peut-être, oui. Certains mécanismes, mais nous le précisons encore. Il faut que ce soit dans un contexte où le peuple maîtrise sa souveraineté. Dans les pays d'Afrique francophone, pendant longtemps, aujourd'hui on peut dire, hormis le Mali, le Cameroun, la Centrafrique et bientôt le Burkina Faso, on avait une élite politique qui était prise en otage. C'était même pas une élite politique qui était cooptée par les Africains. Elle était cooptée par la France pour les intérêts de la France. Alors, vous aviez un Parlement, une présidence de la République dont les élus locaux qui étaient en fait des gens qui décidaient à l'avantage de la France, qui ne décidaient pas pour le peuple.
Le peuple, lui, il était un spectateur qui regardait en chien de faïence. Lorsque le peuple se levait, il y avait l'armée pour faire la répression. C'est un peu le mécanisme, malheureusement, qui est resté dans beaucoup de systèmes. Et il faut le regretter, même dans le système camerounais, on retrouve encore ce mécanisme, c'est-à-dire la police, l'armée qui est restée là pour rendre docile les populations lorsque ces dernières veulent exprimer leur mécontentement. Mais nous pensons que dans ce que le président Podié appelle une démocratie apaisée, que progressivement nous allons aller vers, et nous sommes en train d'y aller, vers un système où la grogne sociale, par plusieurs moyens aujourd'hui, et nous disons Dieu merci parce que il y a de nouveaux mécanismes de revendication qui sont plus pertinents. Vous avez vu que parfois le gouvernement recule quand la grogne commence à monter dans les réseaux sociaux. Donc même les réseaux sociaux sont un moyen pertinent de pression sur les gouvernants qui pourrait être utilisé. Progressivement, nous avons foi que notre pays, avec la maîtrise pleine de sa souveraineté, va davantage revenir à la gestion collective et populaire. C'est-à-dire que les populations vont davantage s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec M. Lombo qui dit que les élus locaux ont tous été élus par la fraude, ce serait quelque chose de très dangereux. Non, j'ai pas dit qu'ils ont son tous parti été politique élus. en a, hein. Non, son parti politique au PCR en a. C'est parce que oui, c'est très dangereux pour et il pourrait le dire, puisque son parti en a. Qui se retrouve sur la scène au Parlement, ce serait dire que même ces élus locaux, non. Ayant participé à la campagne électorale, je sais que non, ce n'est pas toujours la fraude. Il y a eu la fraude dans certains cas, il y a la fraude dans certains endroits, il y a la fraude qui a porté même certains élus de l'opposition, pas forcément du PCRN, parce que j'ai participé aux élections, mais en grande partie, les élus que vous voyez à l'Assemblée nationale, en grande partie, sont le fruit de l'expression démocratique dans beaucoup de localités. Donc, ces élus, malheureusement, ne jouent pas leur rôle. Pourquoi? Parce qu'il y a les processus de sélection à l'intérieur des partis. Il faut que les partis politiques camerounais se remettent en question. Les processus de sélection, davantage mettent comme candidats des médiocres, des gens qui n'ont pas à cœur de véritablement défendre l'intérêt collectif. C'est ceux qui viennent défendre leur intérêt privé, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui viennent protéger leurs affaires qui se retrouvent dans le Parlement. C'est beaucoup moins pour un problème démocratique qu'un problème de structuration de ces partis politiques. Ce phénomène est général, ça va de l'opposition au pouvoir. C'est carrément les mêmes logiques. Aujourd'hui, vous avez dans certaines parties d'opposition des gens qui sont en train d'investir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils escomptent un retour sur investissement dans quelques années. Et ces gens seront dans les parlements. Parce que ces gens seront là-bas pour défendre les collectifs. Ils vont chercher à faire un retour sur investissement. C'est leur argent qu'ils vont vouloir revenir. Ils vont vouloir que ça revienne dans les poches. Donc, si nous laissons, si les masses critiques, si les élites intellectuelles laissent ces personnes prendre les partis politiques en otage, ce sera simplement une perversion du système démocratique. Il y a des perversions du système démocratique qu'il faut regretter, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'expression de la démocratie, c'est l'expression de la démocratie. Ce qui se passe malheureusement au Cameroun, c'est une perversion de notre système démocratique. On a davantage une démocratie au service des riches, mais ce n'est pas seulement une perversion camerounaise, c'est une perversion internationale. C'est davantage une démocratie au service des riches qui se passe dans le monde. Vous voyez avec la Covid, vous avez vu que le Parlement américain s'est réuni. La Cour suprême américaine a demandé d'arrêter la vaccination universelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était essentiellement un système à l'avantage d'une oligarchie du Big Pharma, un lobby de gens fortunés qui contrôlent l'industrie pharmaceutique. Donc, cette manière de pratiquer la démocratie, malheureusement, c'est une perversion. Et c'est une perversion que beaucoup veulent entretenir. C'est aux masses critiques de se mobiliser. M. Elombo, qui est dans son parti politique, c'est à lui de mobiliser un grand nombre de personnes pour lutter à l'intérieur, pour engager une lutte démocratique, pour que l'ensemble des électeurs, les vrais décideurs dans son parti politique, ne se laissent pas embrigader par le pouvoir de l'argent. C'est à lui de le faire, c'est à lui de le mener comme combat. Il ne devrait pas accuser la démocratie. C'est justement une des luttes
Et s'il est en politique, c'est justement parce qu'il croit qu'il peut mener des combats difficiles. Il devrait s'attaquer à ce genre de problème. Dans les partis politiques, ça ne les soustrait donc pas de ces responsabilités de défendre la démocratie. Mais les hommes politiques, aujourd'hui, ils s'abandonnent. Beaucoup se laissent acheter, se laissent corrompre. Et c'est une des perversions de notre siècle. Il faut un maximum d'intégrité aujourd'hui sur la scène politique pour que les démocraties soient fortes. Les démocraties ne sont pas des systèmes vertueux par eux-mêmes. Ils sont vertueux parce que des hommes vertueux s'y engagent. Et si des hommes vicieux s'y engagent, les démocraties deviennent vicieuses. C'est essentiellement ce qui arrive aujourd'hui en Occident. C'est des démocraties vicieuses qui ne peuvent plus réfléchir pour la vertu internationale et qui plutôt répandent les vices internationaux. Donc, nous devons nous battre, nous, pour avoir des démocraties vertueuses. Et donc, c'est des hommes qui ont davantage à cœur un ensemble de valeurs qui doivent émerger dans les partis politiques. C'est ce que nous en tant qu'agents de la société civile, nous nous battons pour faire comprendre aux partis politiques. Et quand nous disons toujours aux acteurs de l'opposition qu'ils reproduisent les parts du parti au pouvoir, ils ont l'impression que c'est simplement frapper sur eux. Non, c'est que nous savons qu'ils représentent l'alternative. Au cas où demain, il faut chercher une alternative en dehors du parti au pouvoir, c'est dans l'opposition qu'on ira la chercher. Mais quelle alternative si cette dernière est aussi vicieuse que celle du parti au pouvoir? Ce ne serait que changer Paul par Jean. Merci à vous, Jonathan Batengene. Merci également à vous, Dura Lombo, d'avoir été là ce matin. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être avant qu'on se sépare? Oui, tout simplement dire que Jonathan a dit tout à l'heure, je veux un peu corriger ça, que je disais que tous les parlementaires tous les élus ne sont pas l'émanation de la volonté du peuple. Non, c'est pas ce que j'ai dit justement. J'ai dit que on retrouve certaines personnes à l'Assemblée nationale qui ne connaissent même pas la circonscription dans laquelle ils ont été élus. Et c'est dommage de croire que ces personnes-là ont été véritablement élues par un peuple qui ne les connaît pas. Donc c'est ce qu'on dénonce ici. Nous, les partis politiques de l'opposition, notamment le PCRN, nous sommes sur le terrain tous les jours. Nous faisons tout ce qu'il faut pour s'étendre dans tout le territoire national et nous connaissons les problèmes des Camerounais puisque nous sommes tous les jours avec eux sur le terrain. Et certaines choses qui nous reviennent nous font croire et comprendre que ces personnes, en fait, plusieurs personnes qui ont été élues, que ce soit au Parlement ou dans les collectivités territoriales décentralisées, ne sont pas forcément l'expression de la démocratie par les populations qui vivent dans ces circonscriptions-là, parce qu'une fois là-bas, ils ne reviennent pas vers le peuple pour leur demander ce dont ils ont besoin. Ils n'en font qu'à leur tête au profit de ce qui va rentrer dans leur poche et laissent les populations dans la désolation totale. Merci à vous d'avoir fait le déplacement de notre plateau ce matin. Merci à Rostand Gawa qui a assuré la réalisation. Merci à vous, Jonathan Batengene. Très bon séjour dans la ville de Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Merci Sylvestre. Très bonne journée à vous. Agréable journée également à vous, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à travers le monde entier à suivre cette première édition du Train d'Audace de cette semaine. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se suivent. Au revoir.